m'entendez correctement? Nickel. Et vous devriez la voir aussi correctement. Comme ça, on commence Là, bien l'interview et ça nous évite de parler 30 minutes tous les deux, quoi. Ok, nice. Ça t'évitera de faire une interview tout seul, quoi. Surtout que j'ai essayé la semaine dernière, enfin, très sincèrement, je suis pas très doué pour les interviews solo. C'est super dur, même pareil, j'en parlais la dernière fois avec un pote, c'est que entre faire du stream en live et faire une vidéo YouTube, rien à voir. Ah, mais complètement. Pour le coup, vraiment complètement. Après, quand j'étais plus jeune, j'avais essayé un petit peu de faire des vidéos YouTube sur Call of Duty. Il fut un temps, c'était terrible. Mais c'est vrai que le streaming a comme avantage et comme l'avantage, c'est que c'est du live et que du coup, t'as pas à te Ouais. préparer, t'as pas à t'inquiéter de ce que tu dis, t'as pas à revenir 50 fois sur ta piste audio parce que t'as dit une connerie ou quoi. T'as pas le choix. L'inconvénient, c'est que c'est du live. Et que du coup, ce genre de petits soucis techniques que j'ai quasiment tout le temps, c'est compliqué. Du coup, Maë, peut-être je te laisse te représenter, re-représenter, du coup, Oui, pour ceux bien qui n'ont sûr, pas bien sûr. entendu. Eh ben, bonjour à tout le monde, je suis Maë Akamayo et je suis community manager donc, en freelance depuis octobre 2020. Et je suis aussi à côté, donc je suis chargée de communication chez Monaco eSports et pas l'AS Monaco, et aussi chez Zephyr eSports. Voilà. Donc Super moi stylé. je peux me spécialiser en fait dans les expériences online parce qu'on en parlera après si tu veux, hein, mais j'ai aussi été modo pour LoL FR aussi. Super stylé du coup. Ouais, super stylé. Donc tu as une sacrée expérience aussi bien dans le jeu vidéo que dans le domaine de l'e-sport. Bah, je fais un peu comme je peux. Disons que je suis assez nouvelle en fait dans l'e-sport en soi, Hmm. parce que jusqu'à très récemment en fait j'y connaissais rien. Moi j'étais Ouais, vraiment le genre de joueuse qui faisait son truc dans son coin et c'était tu vois. Et je me suis ouais. dit mais en fait on va s'intéresser à ce milieu-là parce que ça se développe. Et ça fait Enfin, voilà. combien de temps que tu découvres un petit peu ce monde de l'e-sport, que tu t'engages, que ce soit bénévolement, professionnellement, etc. Bah, depuis novembre 2020. Donc c'est super récent. Ah ouais, bah enfin, après la scène e-sport en soi est elle aussi récente, même s'il y a des personnes qui sont maintenant des Ouais. monolithes depuis quelques années. Mais c'est vrai qu'on a tous découvert cette scène et que du coup on a grandi avec et que nécessairement à un moment dans notre vie pro on a envie de s'investir et de lui rendre un petit peu. Donc ouais, novembre 2020 ça fait déjà donc quasiment... Après, voilà, en vraiment, dans le sens où je m'intéresse vraiment professionnellement à l'e-sport, où ça fait depuis novembre 2020, mais sinon, je suis genre, au gaming et tout depuis 2016, je crois. Ouais. En fait, je me souviens que le premier live d'e-sport que j'ai vu, en gros, c'était pendant l'annonce du clip de Imagine Dragons pour les Worlds. Ah ouais, En donc gros. je crois que c'était 2015 ou 2016, t'as raison. C'est à peu près aussi le même moment où je suis rentré. Ouais, Mais je me après, souviens, j'étais en live et tout pour le clip et tout, j'étais comme une folle, ouais. c'est assez rigolo du coup, parce qu'on a tous des prismes d'entrée qui sont différents dans l'e-sport. Tu vois, par exemple, il y a ce côté mainstream aussi où quand tu ramènes des personnes qui sont connues, genre Imagine Dragon, et bah du coup tu t'intéresses nécessairement à la scène, c'est legit. C'est un peu le même cas qu'aujourd'hui avec le partenariat entre OTP et Fast and Furious, qui avait été décrié par certains, mais qui avait été apprécié par beaucoup. Et du coup, on se rend bien compte que c'est super important. Coucou Yukai, merci d'être sur le chat. Bonjour à tout le monde, à toutes les personnes qui sont là, on est 8. C'est énorme, j'ai le stress, j'ai la pression, c'est terrible. On pourra en parler justement des partenariats un peu étranges. Ouais, bah les partenariats Rien qu'hier, tu vois, hier j'ai fait un post sur Instagram, parce qu'en gros, ma communication elle est surtout sur Instagram, parce que c'est le réseau social que je préfère. Ouais. Et en fait, si tu veux, j'ai justement hier introduit un nouveau format, donc c'est des carousels de photos, un peu comme ce que tu peux faire sur LinkedIn. Ouais. Et là, en fait, je parle justement des partenariats, des collabs un peu étranges. Genre là, par exemple, je parlais de PUBG Mobile et de Tesla. D'accord, je savais même pas que PUBG Mobile avait fait un partenariat avec Tesla. Ça, tu dis, mais pourquoi, pourquoi ils font ça? Et donc là, c'est la nouvelle mage donc de PUBG. En gros, ils ont rajouté la modèle Y. In-game? Et ouais, ils ont rajouté la modèle Y en in-game avec, en gros, elle pop un peu au hasard sur la map et tu peux y aller en fait à un point donné sur la map. Genre, Ouais, bien sûr. guidé forcément, hein, c'est Tesla. Et en plus, ils ont rajouté l'usine. Donc en gros, tu peux vraiment construire ta Tesla en in-game, quoi. C'est insane. Mais après, PUBG Mobile, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un jeu qui, ultra successful dans les pays. C'est développé par Tencent, si je dis pas de bêtises. Ouais, ben oui, mais justement, c'est ça. C'est édité par Tencent. Et je me suis dit, mais pourquoi un tel truc genre, moi, dans ma tête, Tesla, c'est une voiture, c'est plus censé être dans des Forza, dans ce qu'ils ont fait aussi avec Microsoft. Mais c'est plus peut-être dans des GT, des trucs comme ça. Ok, c'est édité par Tencent, c'est pas développé du coup. Tu viens de le dire et de le préciser parce que c'est un peu différent. Ok, d'accord. Et en fait, j'ai appris aussi en faisant mes recherches que Tencent, ils étaient actionnaires chez Tesla. D'accord. Après, c'est ça.
forcément, bah, ça c'est plus facile finalement, au niveau commercial de faire des trucs comme ça. Après, je crois que Tencent est quasiment actionnaire dans Oui, toutes je les pense. grosses boîtes, toutes les grosses boîtes européennes et américaines pour des raisons géopolitiques que nous n'aborderons pas sur ce stream. Ah bah Je vais me non, faire moi flag par Twitch, non, mais écoute, moi j'y connais rien donc je pourrais pas non, mais dire, parce que y a des. Enfin, après, ça, c'est des choses que l'on peut savoir publiquement, mais c'est en gros, s'il y a des restrictions à l'entrée pour pouvoir publier un produit, peu importe le produit sur le territoire chinois, et l'une des premières nécessités, c'est d'avoir un partenariat avec une entreprise chinoise reconnue, ce qui Mmh. explique pourquoi Tencent a autant de puissance. Et ça a été le cas probablement, je sais pas, mais j'imagine que quand Riot Games a voulu rentrer un petit peu sur le territoire Bah ouais, c'est chinois, sûr. ils sont passés par Tencent, puisque Tencent possède un petit peu, je crois, possède une partie du coup de Riot Games, si c'est pas l'intégralité de la compagnie de la boîte. Bah Je dis vu peut-être des ce qui bêtises là. ouais, ce qui se passe, ouais, dans les pays chinois forcément, ouais, tu m'étonnes. Enfin voilà, c'est assez intéressant. Après, ça c'est des questions géopolitiques que l'on pourra étudier. Après, il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres façons d'agir, mais beaucoup de pays ont des politiques assez restrictives en ce qui concerne l'importation de nouvelles technologies, de nouveaux jeux, de nouveaux produits, etc. Dont la Chine, Du coup, Maë, pour revenir un peu et pour se recentrer sur toi, parce que du coup, je l'explique pour les 8 personnes qui nous suivent, le but un peu de Good Luck Have Fun, c'est de parler des différents parcours qui mènent vers le monde de l'e-sport, comment en fait, du coup, on peut réussir à allier job pro, associatif et sa passion, du coup, pour ce domaine-là, ce monde-là. Et donc, on va commencer par les questions qui fâchent ou pas. C'est un peu de savoir connaître ton parcours éducatif. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là aujourd'hui? Quelles sont tes études? Quelles sont tes expériences significatives? Et puis, on va discuter pendant une bonne vingtaine de minutes de tout ça ensemble. Ah, pas de souci, avec plaisir, c'est pour ça qu'on est là, hein. Donc, alors, pour le parcours à la base, je me destinais pas du tout aux jeux vidéo. Disons que c'était vraiment un rêve, mais très, très éloigné. Je me suis dit: «Non Mhm. mais jamais je pourrais faire ça, c'est Ouais, trop loin, c'est trop ambitieux» et cetera. Donc, pendant une bonne dizaine d'années, j'ai voulu faire prof, d'anglais et donc plus précisément maître de conférences. Donc en gros, prof à la fac, avec, ok, thèse et tout ce qui va avec. ok, Donc, ok. j'ai fait une licence d'anglais. Que j'ai terminé. Après, j'ai bifurqué, je suis allée en MBA en marketing communication parce qu'en fait, je ne voulais pas faire partie finalement du système de l'éducation nationale parce que ça ne m'allait pas et je me sentais pas Ouais, spécialement légitime non plus. bien sûr. Mais j'avais toujours ce bagage, on va dire, de l'anglais qui, je savais dans tous les cas, allait m'aider parce que bon, voilà, il faut parler une deuxième langue, voire une troisième langue, donc Ouais, bien sûr. j'avais Bah ouais, déjà c'est super ça important. de sûr, quoi. C'est très bien, ouais, c'est Et, très cool. et déjà à ce moment-là, je jouais toujours aux jeux vidéo, c'est Mm. toujours vraiment mon échappatoire. Et à côté, j'avais appris à craquer Photoshop, c'est pas bien, mais bon voilà. Je crois qu'on l'a tous fait. Et donc j'avais en fait appris que je pouvais être créative sans spécialement savoir dessiner. Chose qui pour moi en fait était incroyable à l'époque. Et donc je me suis dit bon vas-y je vais garder ça aussi un peu de mon côté. De toute façon ça servira à personne Ouais. plus tard. Tu vois. Quelle erreur! Et donc au final me voici en 2021. Donc j'ai fini mon MBA en marketing communication à Mhm. Nice. Et je me suis lancée en freelance parce que j'ai fait partie de la première fournée des étudiants 2020 à sortir avec un bac+5 et au chômage du coup. Ah ouais, terrible. Et je me suis dit au lieu de rester à rien faire et à me morfondre, je vais me lancer mon défi de me mettre à mon compte et dans le domaine que je veux. Donc les jeux vidéo. Et c'est pour ça que je me suis inscrite, je me suis intéressée à l'e-sport et que j'ai rejoint des associations qui me permettent de voir ce monde-là de plus près. Bah, déjà, bravo, parce que je pense que c'est extrêmement compliqué. On est beaucoup. Enfin, j'ai un peu connu cette période creuse en 2020 et j'ai rebondi de façon différente, de façon peut-être plus simple que toi d'ailleurs, parce que j'ai pas eu le courage d'affronter en gros le monde pro solo, surtout après mes études très académiques. Et moi, pour le coup, j'ai refait une formation par-dessus, parce que j'avais la chance et la liberté, puis j'avais aussi voilà, beaucoup de chance évidemment, très privilégié à ce niveau-là. Mais du coup, ce qui est super intéressant, c'est comment est-ce que toi, tu as perçu un petit peu ce monde du freelance? Comment est-ce que tu t'es lancé dedans? Quel est l'élément déclencheur déjà, au-delà du fait que en 2020, c'était vraiment pas simple? Et puis, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'apporte encore maintenant, constamment, du coup? Alors beaucoup de choses. Ouais. Je me rappelle quand je me suis lancée en freelance, tout le monde m'a dit: «Non mais tu sais, micro-entreprise, c'est un truc super simple, je vais sur internet, ça prend 30 secondes». Oui, Ouais. certes, certes, mais c'est vrai que tu te rends compte qu'effectivement, comme tu l'as dit, tu es vraiment lâché dans un océan, dans le grand bain en fait et Hmm. et tu te
rends compte qu'il y a beaucoup d'informations à gérer, beaucoup de choses à faire, que là, le multicasquette, il prend tout son sens, tu vois. Dans le sens où tu es à la fois comptable, à la fois community manager, à la fois commercial, à la fois... tu es plein de choses à la fois. Et Ouais, t'as beaucoup de casquettes, quoi. Si t'as pas de l'organisation, si t'as pas de motivation, c'est chaud. Parce que tu peux très vite lâcher. Et c'est vrai que pour le coup, moi, j'ai décidé de me lancer en fait à fond dedans. Genre, j'avais pas de boulot à côté. Parce que j'avais mon chômage pour, on va dire, subvenir à mes factures Bien aussi. sûr. Et donc, je me suis dit, vas-y, je me mets 1 an à fond dedans. Au final, c'est un peu plus compliqué que prévu parce que forcément, je suis pas dans la capitale, donc en termes d'e-sport, c'est plus compliqué à aborder. Complètement. Mais après, j'ai quand même beaucoup appris parce que, voilà, comme tu l'as dit, c'est que tu es vraiment seul. Donc, tu apprends en fait à avoir cette dynamique entrepreneuriale. En mode, de toute façon, si toi tu le fais pas, personne ne le fera. Tu apprends aussi de tes erreurs. Tu apprends aussi, surtout, la rigueur et je trouve aussi tu t'apprends surtout toi-même en fait. Parce que j'ai découvert plein de choses que je pensais pas avoir ou savoir faire. Et en fait, c'était plus une force pour d'autres. Et alors que moi, de mon petit recul, je me dis, mais non, c'est normal. Ouais. Donc ça fait grandir. Et ce qui est pas mal en entretien d'embauche, c'est que ça peut faire valoir aussi un petit peu ton profil de valeur. En vrai, c'est super intéressant parce que c'est vrai que tu développes du coup beaucoup de compétences en fait. Et puis d'un autre côté, en fait, t'es un petit peu genre, tu te retrouves seul face à ça fait peur, quoi, j'imagine aussi dans un sens, parce que tu te retrouves à devoir gérer beaucoup d'aspects. J'imagine que la communication, ça dépasse bien ce que nous on voit. Enfin, je parle en tant que public parce qu'évidemment, j'en ai fait un peu de la com. J'en fais toujours d'ailleurs. S'il y a quelqu'un de service sport qui me voit, il va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce community manager de merde. Mais du coup, j'imagine que ça dépasse vraiment un petit peu ce que nous on voit publiquement sur les réseaux sociaux et tout. Est-ce que tu pourrais d'ailleurs nous en parler peut-être plus en détail à ce niveau-là, toi qui as une expertise très complète, nous expliquer qu'est-ce que la communication? Alors la communication déjà, ou même le graphisme, parce que je trouve que les deux vont de pair. Ouais, bien sûr. C'est qu'à la base, c'est tout simplement, si je devais vraiment résumer la communication en une phrase assez simple, c'est juste délivrer un message aux personnes ciblées. C'est pas ça. Tout simple. Ouais. Enfin, c'est Ouais. les choses les plus simples qui sont les plus dures à faire, et je pense que tu comprends. C'est ça en fait. Parce que, faut définir cette cible, faut définir le message, il faut que ce message corresponde à l'image de marque aussi, hein, parce que souvent on communique pour une marque, quelles sont les valeurs qu'on voyait par la marque, etc. Donc c'est beaucoup plus... Ça paraît simple comme ça, mais c'est extrêmement compliqué et ça met en place beaucoup de choses. Après, du coup, tu es aussi graphiste, toi, si j'ai bien compris. Tu as des compétences... À la base, je me suis un peu lancée en tant que graphiste et community manager. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai vraiment cette vision, pour le coup, vraiment 360 d'une marque. C'est-à-dire que tu peux bien te construire une marque de A à Z avec son essence, son histoire, avec sa photographie, etc. Peu importe. Et aussi, du coup, communiquer sur elle et savoir quel ton employer, quelle cible viser, etc. Après, c'est vrai que la communication, je trouve, dans l'e-sport ou même dans le gaming en général, elle est vraiment à part entière. C'est-à-dire que même si tu as les mêmes codes que l'hôtellerie de luxe, par exemple, parce que j'ai plus d'expérience en com dans ce domaine-là, je retrouve quand même pas mal de similitudes. Et c'est pour ça que ça me fait sourire, parce que avec un secteur aussi développé que l'hôtellerie de luxe, c'est très standardisé. Finalement, le gaming, il est pas si bon que ça. Ouais, oui, bien sûr. Attends, alors 2 petites secondes, juste, je profite. Je vais repasser sur ma musique parce que j'ai un peu peur qu'on t'entende moins bien que ce que j'aimerais. Hop, je vais baisser quasiment. Voilà. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai le son à 200%, mais j'ai quand même envie qu'on se concentre sur ce que tu dis et pas sur nécessairement la musique que je mets, parce que c'est intéressant. Normalement, on t'entendait, je t'entendais, donc c'était bon, mais c'est peut-être moi avec mon casque d'ailleurs qui est de la musique trop forte, mais je préfère éviter puisque je vois pas de réaction sur le chat, mais je me dis, voilà. Du coup, on retourne un petit peu dans notre communication. Je suis assez d'accord avec toi dans le sens où, moi, ce qui me surprend beaucoup, notamment dans l'e-sport au niveau de la communication, c'est la liberté. Je sais pas si tu as suivi un petit peu ce qui s'est passé sur la scène récente en LFL notamment, mais aussi en LEC, avec des équipes comme Misfit. Mais non, j'ai pas trop suivi pour le coup. C'est pas tellement un scandale en fait, pour moi c'est plutôt de l'admiration dans le sens où on sait que on va avoir un public qui est très jeune, probablement entre, on va dire, 13 et 18 ans par exemple, et du coup plutôt que de faire appel à des community managers très corpo, moi par exemple j'en suis un, c'est pour ça d'ailleurs que Auxerre m'a mis sur LinkedIn, on comprend tout de suite le lien et le rapport entre les deux mondes, mais l'idée c'est que des équipes comme Misfit, même Solari du coup, ils ont fait appel à des influenceurs
influenceurs Twitter, en l'occurrence, je crois que c'était Poca, peut-être que je me trompe sur la façon dont on prononce son pseudo, et qui, eux, peuvent parler beaucoup à leur audience, en fait, beaucoup plus facilement. Et ça, c'est une sorte de liberté en communication, et d'ailleurs, tu me donneras ton avis à ce sujet juste après, qu'on n'a pas nécessairement dans d'autres domaines, que ce soit en hôtellerie, que ce soit dans des industries plus classiques, avec de gros guillemets, évidemment. En fait, c'est que ça dépend toujours par rapport au client. C'est-à-dire, Mm. pour l'anecdote qui s'éloigne un petit peu du gaming, c'est que j'avais postulé pour un truc assez haut gradé à Monaco. Euh, Ouais. et je dirais pas ce que c'est, mais bon, voilà. Et en fait, on m'avait dit que j'étais prise pour l'essai, sauf que j'ai des tatouages, tu vois. Ça passe pas. À ce point, en France? Ouais. Monaco, c'est Ouais, là une oui, principauté, c'est pas vraiment la France, c'est mais vrai. oui, 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 vraiment, genre. C'est un peu le problème, et c'est vrai que je te rejoins sur le fait que dans le gaming, ou on va dire plus en général dans le divertissement, on va pas te juger sur ton physique. Ouais. Que dans d'autres secteurs qui sont très standardisés, comme les banques, comme peut-être l'immobilier aussi, l'hôtellerie de luxe, c'est des choses très, très ancrées. Il y a Ouais. vraiment cette image justement d'apparence un peu superficielle parfois, qui fait que ça peut jouer, et tu vas retrouver ça dans la com. C'est-à-dire qu'un, je sais pas moi, un hôtel de luxe à Paris, il va pas pouvoir prendre un influenceur, on va dire lambda ou assez fun. Tu vois, il faut vraiment que ce Ouais. soit. En fait, il faut vraiment que l'image de l'influenceur et de l'hôtel soit complémentaire, quoi, parce que sinon ça fait des scandales et. Bah oui, en fait, mais enfin, pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi. C'est aussi que, enfin, t'as raison quand tu élargis le spectre de l'e-sport au monde du divertissement. C'est vrai qu'on le ressent beaucoup plus. Enfin, je sais pas si tu suis un petit peu l'ensemble du monde, que ce soit Si, Netflix, si, les studios d'édition de jeux si, vidéo sur Twitter, etc. Tu sens qu'il y a quand même une plus grosse liberté, ne serait-ce qu'à travers les mêmes. Un exemple très simple, hein, tu prends une grosse compagnie, les mêmes sont très rares. Alors, sauf si on revient à la publicité des années 90 et des années 2000, où des marques de voitures très connues allemandes se faisaient la guerre, d'ailleurs qui continue de se faire, BMW pardon, et Audi, qui se Mhm. mémaient en gros sur des mais pas de publicitaires, donc le coût n'est pas le même, quand même niveau même, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est vrai que c'est clair. plus rare, voire quasi non, enfin c'est pas systématique de voir ce genre de contenu, alors que quand tu prends, je sais pas, quand tu prends un OTP, quand tu prends un Mm. O-Gaming, quand tu prends le LEC par exemple, je parle beaucoup de la scène Riot que je suis assez activement, c'est quand même tout de suite plus simple et plus clair, et du coup la communication est plus inclusive paradoxalement. Je sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là, Ah non, mais mais non, en fait, c'est vu que c'est une communication beaucoup plus communautaire, forcément, tu as hmm, tous ces éléments qui vont suivre. Les mêmes, c'est même genre, enfin, surtout sur Twitter, je trouve que c'est genre un pilier de la plateforme, tu vois, tout, genre la tout. twittosphère sans des mêmes, c'est pas Twitter, tu vois. C'est vrai, Ouais, c'est vrai, c'est clairement. vrai. Et du coup, est-ce que tu peux aussi un peu nous parler des opportunités, tout ce que tu as pu vivre dans le monde associatif peut-être, qui t'a mené justement à te dire l'e-sport m'intéresse, c'est ce que j'ai envie de faire parce que je parle beaucoup des études. C'est vrai que pour moi c'est très important, si vous voulez faire des études, faites-les. Mais à côté, il faut aussi avoir un engagement autre, notamment un engagement associatif, professionnel, etc. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de tes engagements à toi, pardon, de ce que tu as fait du coup? Alors moi, la toute première expérience associative que j'ai eue, enfin, sans trop le savoir, mais bon, j'avais 14 ans, 15 ans, je crois. Ouais, Ouais, j'avais 15 ans, du coup, voilà, je savais pas, tu vois. c'était la Quand je jeunesse. vois, quand je vois les gars de 15 ans maintenant sur Twitter, je me dis, mais c'était pas comme ça, moi, à 15 ans. Bref. Mais non, on n'était pas comme Et, ça. non, On mais était... bref. Et dans le sens où, du coup, j'ai été modératrice sur LOL FR à l'époque. Il y avait que 10 000 abonnés. Et tu sais, moi, tu parles de la Maë à 15 ans, elle se dit, putain, je dois gérer que 10 000 personnes, je suis pas bien, tu vois. 10 000 abonnés, c'est énorme, hein. Moi, tu me donnes ça maintenant comme chiffre, je suis pas bien, hein. Mais en plus, c'est community manager aussi, donc tu vois ce que ça représente, tu vois. Ouais. Et en plus, c'était. Encore là, ils sont une armée, genre ils sont une trentaine, je crois, maintenant. Et nous, on était genre 8. Genre, on était Oh, 8. ouais. Et en gros, Ah, la ça pression. fonctionnait ça fonctionnait par palier horaire. Sauf que Mhm. forcément, moi, le mec juste après moi, il venait jamais. Du coup, moi, tous les jours, c'était du midi 18h. Donc, midi Oh. 18h, je devais scroller Facebook, que Facebook, regarder les commentaires, machin, tout ça. Et C'était terrible. Mais c'était quoi? Tu faisais du reporting aussi un peu? Tu faisais de la data, etc. Ou tu faisais non, principalement c'était vraiment c'était du que de contenu? la. Non, non, c'était que de la modération, Ok, ah, d'accord, pour le ok, coup. ok, très bien. Que modération, mais j'ai aussi appris que j'étais très axée sur la communauté parce que, par exemple, Mhm. à l'époque de TeamSpeak, Ouais.
C'était, Feu j'ai TeamSpeak, l'impression je de suis vieux. j'ai l'impression d'être vieille. J'ai l'impression Oh. d'être trop vieille. Bah après, récemment, j'ai réutilisé TeamSpeak 3. Bon, ça n'a plus la même gueule qu'avant, malheureusement. C'est assez terrible quand tu compares à Discord, mais c'est sympa. Ah bah, tu m'étonnes. Et donc bref, ouais, à l'époque, je me souviens, bah, tous les samedis, il y avait blind test, machin et tout, et tout le monde me disait ouais, il faut que tu fasses. Déjà à l'époque, tout le monde me disait ouais, il faut que tu te lances dans le cast, il faut que tu te lances là-dedans. Donc bref, mais j'avais gardé ça un peu pour moi et je fais bon ok. Et donc là, les expériences associatives les plus récentes, donc c'est pour Zephyr eSport et Monaco eSport. Monaco eSport, c'est encore un peu discret parce qu'ils sont en pleine refonte, donc Ouais, bien et sûr. que c'est la fin de la saison pour plein de choses, donc il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant. Mais c'est surtout sur Zephyr eSport que je bosse quotidiennement, on va dire, parce que j'ai Mhm. encore le statut de graphiste. À la D'accord. base, j'étais rentrée en tant que graphiste chez Zephyr eSport, donc c'est logique. Je continue. Et donc je fais tous les visuels, que ce soit donc pour le sim racing qu'on voit plus sur Facebook ou un peu les annonces sur Twitter. Pas toutes. Mais après, je vais être plus là en termes de communication sur Instagram. Et, et eux, bah, j'ai vraiment appris ce que c'était une asso. Par exemple, il y a un mois, je suis montée sur Lyon pour le premier bootcamp de l'équipe. Donc Incroyable. j'ai pu rencontrer, pas tout Trop le monde, stylé. mais j'ai pu rencontrer 4-5 personnes du staff, plus les joueurs, de les Trop voir bien. au quotidien. Et ça a fait trop plaisir en fait. Je me dis, mais c'est incroyable parce que t'as l'impression vraiment de faire une LAN, mais avec des potes. Ouais, c'est ça qui est trop Que stylé. Ouais, bien sûr. c'est trop stylé. Et j'en suis ressortie avec des étoiles dans les yeux en mode c'est trop bien. Mhm. C'est un peu comme du team building en fait quand tu y penses. Donc Ouais. c'était super cool. Bah, enfin, déjà pour ceux qui connaissent pas Zephyr Esports, si je dis pas de bêtises, c'est une équipe qui est en Div 2 notamment sur League of Legends, mais qui a aussi plusieurs scènes. D'ailleurs, on aura probablement d'autres représentants de la structure qui viendront sur l'émission. Je tease un peu, attention, ça rigole pas, incroyable. C'est une super structure. D'ailleurs, c'est l'une des rares structures associatives, je crois, qui fait encore partie de la Div 2 de League of Et Legends. là, C'est la seule, du coup. Bah, du coup, gros GG, quand on sait toutes les difficultés qu'il peut y avoir derrière la structure associative dans le monde de l'e-sport, qui est en train de se professionnaliser à fond, c'est super intéressant. Et du coup, bah, ce qui est cool aussi, ce que tu dis, et ce qui est vraiment super, super intéressant là-dedans, enfin, moi, du moins, en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est dans tous ces projets-là, en fait, tu as à la fois un côté assez perso, parce que tu apprécies ce monde-là, c'est une passion et tout, et tu as aussi un projet, tu as aussi des projets pro. Et à côté, j'aimerais savoir comment est-ce que tu réussis à faire la balance entre ces deux aspects-là, toi. Comment est-ce que tu réussis à dire, bah là, ce que je fais, c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement, je suis passionné par l'e-sport, d'un autre côté, en te disant, mais ça reste quand même mon boulot, mon métier, parce qu'on sait qu'en communication, c'est très vite compliqué et très vite dur, parce que tu as des gens qui sont constamment là à t'envoyer des messages, qui attendent quelque chose de toi, qui sont passionnés, donc parfois très sévères. Comment est-ce que tu arrives à gérer ça et comment est-ce que tu fais pour rester sain et serein dans ce domaine-là? Mmh. J'arrive pas mal à prendre de distance en fait par rapport à ça, dans le sens où suivant la casquette que je mets, Mhm. j'arrive en fait à vraiment faire la part des choses. Même si bon, je reste humaine hein, et que des fois c'est plus Bah, bien sûr, difficile quoi, mais c'est qu'après à Zephyr Esports ça va, c'est pas moi qui gère la com sur Twitter, donc ouais, ça tout va va. bien. Mais c'est que je discute pas mal avec le CM, du coup, on est dans la même team, et c'est que des fois il me dit mais c'est l'horreur, tu vois, donc je comprends. Ouais, bien sûr. Après, en fait, j'ai fait en sorte dans mes rôles associatifs de pas spécialement avoir un contact entre guillemets direct avec l'asso, enfin avec les personnes de l'asso, ce qui est un peu contradictoire finalement quand tu sais que tu bosses dans la com. Ouais, Mais bien sûr. parce que en fait, j'aimerais beaucoup plus me dédier en fait à un poste plus stratégique et Ouais. plus dans cet aspect-là. Et je sais que c'est un truc qui me plaît beaucoup plus en fait qu'être dans l'opérationnel à terme. Et c'est pour ça que j'ai ce côté un peu plus, du coup, le côté freelancing où là, je suis un peu toutes les casquettes, donc je suis forcément en contact avec les gens. Et là, donc, j'ai ce côté beaucoup plus proche que du coup, j'apprécie beaucoup plus, vu que dans mes projets associatifs, je ne suis pas du tout. Ouais, non, mais je comprends. Donc, D'un côté, on partage, je pense, cet intérêt pour le strat. Moi, je préfère aussi beaucoup plus le strat que l'opérationnel pour le moment. mm, mm, C'est parce que tu as. Bah après, d'ailleurs, c'est un petit peu le moment promo. Tu fais aussi sur Instagram des stories sur comment gérer ton image de marque. Tu as ce côté un peu brand management, etc., qui est super intéressant. Donc, tu peux d'ailleurs nous parler tout de suite et d'ailleurs nous parler de ton compte Instagram. On est à 6 bien sûr. viewers. Allez, 6 nouveaux abonnés. Ah oui, bah non, mais de toute façon, très sincèrement, je suis avec mon café, je suis chez moi, je suis à moitié crevé. Donc, n'hésite pas, on est chill. Hein, on est vraiment chill. N'hésite pas à Ah partager ouais, tout ça. t'inquiète, C'est intéressant et c'est passionnant. je meurs de chaud dans mon appart, c'était Ah, c'est bien pas un de souci à chaud. Paris, je suis en pull quand même. Hein. On est au mois de Ah, juillet, je mais suis en pull. comment t'es en pull? Moi, je suis en combi short, j'ai trop chaud, genre. Ouais, non, mais Genre, je c'était. bouge pas, je transpire.
Ah non, mais à Paris, c'est terrible. Le temps est terrible. Vraiment, c'est catastrophique. Du coup, parle-nous un peu Ouais. de ton Insta, parle-nous un peu de ta maîtrise et de tes compétences, notamment autour de la marque, de la notion de marque. Alors la marque, en fait, c'est vraiment le côté, graphique qui me permet de connaître un peu plus, en fait, ce côté-là. Parce que Ouais, tous les community managers, encore plus sur Instagram, ne sont pas graphistes et tous les graphistes ne sont pas, c'est clair. community managers. Mhm. Dans le sens où, la plupart des gens sur Instagram, parce que c'est la plateforme que je connais le plus, en termes de CM, c'est souvent des gens, qui sont en freelance, c'est vrai qu'il y a pas mal de freelance et qui vont tout faire sur Canva. Ouais, Pas tous, mais une très grande partie. je me sens visé. Non, mais moi-même, Je hein, rigole, je non, rigole, mais tu sais que moi-même pour mes clients et tout, j'utilise Canva, donc il y a aucun Oui, problème, non, tu vois? mais. Je De toute façon, je en suis pas plus graphiste, moi, franchement, donc. ah et puis même en vrai, tu as vraiment la possibilité de faire des trucs super stylés sur Canva et puis, même moi ça me fait gagner du temps, tu sais? Je vais pas me plaindre, Hmm. hein, Oh, bah oui, mais pour le coup, mais toute cette émission est faite ouais, sur Canva. oui, non, mais tu as raison et puis même c'est pas du tout une question de genre, vraiment, si c'est pour aller plus vite et tout ça, enfin, pas de Hmm. problème, tu vois? Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Et aussi à contrario, tous les graphistes ne sont pas spécialement de très bons communicants, au contraire. Ouais. J'ai des collègues du coup qui sont, graphistes et ou motion designers ou peu importe et en fait qui ont extrêmement de mal à parler en fait de leurs œuvres, de ce qu'ils font et inversement. Donc je me dis: «Ça c'est marrant». Moi j'ai les 2 donc du coup c'est pour ça que je sais un peu comment fonctionnent les marques et encore une fois le fait d'avoir bossé avec des grosses institutions en termes d'hôtels, ça aide pas mal aussi. Mhm. C'est qu'il faut enfin je pense que tu peux confirmer aussi le fait, que quand tu es intégré dans une grosse entreprise, forcément, tu as la culture, d'entreprise qui va s'imprégner et tu vas baigner dedans. Et je pense que tu peux confirmer vu que tu es chez Ubisoft maintenant. Oui, bah oui, complètement, bah, ça c'est clair. Et d'ailleurs, c'est aussi, je pense que c'est de superbes écoles pour apprendre, au-delà simplement des études que l'on fait. Les stages, c'est toujours passionnant et extrêmement intéressant parce que tu apprends de nouvelles façons de fonctionner et que du coup, tu développes tous ces aspects-là en fait. Et bon, après, moi pour le coup, j'ai pas le côté graphiste, donc je sais pas trop aussi, mais c'est vrai que j'ai fait des études très académiques et c'est vrai que j'avais la chance déjà d'avoir un peu touché la communication grâce à mes expériences associatives. Donc je te rejoins dans le sens où c'est là aussi, c'est à travers ça que j'ai su qu'il y avait quelque chose à jouer dans le sens où il y a peu de gens, où il y a peu de personnes qui comprennent qu'est-ce que la communication. Et moi, ce que je voulais voir et comprendre vraiment, c'est qu'est-ce que le marketing. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, le marketing. Mmh. Alors que je déteste l'argent, soyons honnêtes. Pourtant, je suis marketeur, mais non, je rigole, je rigole. Mais non, mais l'idée, c'est que le marketing, ça dépasse bien justement ce cliché de dire c'est marketing, c'est vendre pour vendre, parce que c'est justement autour de la notion de marque que tu vas développer une campagne marketing, que ce soit en C'est plutôt strat. le boulot Et du commercial en plus. exactement, oui, exactement. Et du coup, le marketing, c'est pour ça que ça m'intéressait dans ce que tu disais, c'est qu'il y a cette notion de marque qui est genre vraiment fondamentale. Et d'ailleurs, je vais te laisser continuer parce que tu n'avais pas fini et je crois que je t'ai coupé. Mais comment est-ce que tu définis, toi, la notion de marque, justement, et qu'est-ce qui t'a intéressé? Parce que justement, tu parles très bien de comment tu réussis à lier deux mondes, le graphisme et la communication. Et tu le dis très bien, mais je pense que tu n'oses pas, c'est que tu as aussi une compétence assez importante sur la question de marque personnelle aussi, hein, ce personal Ah bah branding ça qui va apparaître. quand Et du coup, parle-nous-en un peu du coup. en fait, bah, ça a rebondi en fait sur le côté entrepreneurial parce que Ouais. forcément, quand tu te lances en micro-entreprise, Mm. tu beau avoir ton logo, machin, c'est ta personne en fait que tu vends. Donc forcément C'est ça vrai. enfin tu vois un petit peu du coup comment tu construis une marque de A à Z et j'ai dû passer genre 2 mois à faire ma propre marque, tu vois? Et encore que des fois je me dis: «Peut-être changer des trucs et tout». Et en Ouais. fait vraiment le côté de marque c'est, en fait la différence entre une entreprise et une marque, tout simplement. Enfin on pourrait en débattre pendant des heures, hein, mais en gros la marque, c'est comment finalement, ton entreprise va être perçue par tes clients. Ou par des prospects ou par des personnes qui sont pas spécialement, dans ton cœur de cible ou peu importe, mais qui vont regarder quand même. Mhm. Pour ma part, par exemple, sur Instagram, j'ai pas beaucoup d'abonnés dans le sens où genre j'ai 700 et quelques abonnés C'est déjà pas et mal. oui, non, c'est quand même déjà pas mal et comme je dis, je préfère avoir une petite une «communauté» entre guillemets, mais qui sont là pour ce que je fais, Ouais. que des millions et voilà. Ah bah ça vaut tout l'or du monde, hein. Moi, je m'en suis rendu Ouais, compte avec cette petite émission Twitch. On n'est pas c'est beaucoup, mais cher, à chaque fois, il y a de l'interaction, etc. Et c'est vraiment cool, c'est quoi. cher. Et donc en fait, si tu veux, c'est que quand tu fais ta marque Ouais. et je commence en fait enfin, on va refaire à l'inverse, c'est que maintenant, j'ai de plus en plus de messages de personnes que je ne connais pas qui me disent: «Ah ouais, vraiment ton compte il se démarque, j'ai jamais vu ça, tu es la seule que je vois faire ça sur Instagram,
donc même des proches, des personnes proches de moi qui sont pas du tout du milieu de l'e-sport, peu importe, Ouais, qui me disent, vraiment, «Ton contenu de jour en jour, il s'améliore et c'est super agréable à regarder». Donc je me dis: «Bon, bah, c'est cool», tu vois? ah Mais bien tu as sûr. vraiment cette Mmh. sensation de satisfaction que voilà, ta marque, elle fonctionne, tu vois? Ça met du Ouais. temps et pour quelqu'un d'impatient, pour moi, c'est pas très compliqué. Mais voilà, ça prend du temps et vraiment la gratification que tu as derrière, bah, ça a pas de prix, quoi. Mmh. Mais ouais, la marque, c'est super important. C'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas vivre si elle n'a pas une identité de marque. Exactement. Ah bah, Parce ça de toute façon, ouais, aujourd'hui, il suffit de regarder les grosses entreprises, hein. Tu prends Apple, tu enlèves l'image de marque qu'Apple a et tu ne peux plus faire 50 à 60 des profits qu'ils font grâce justement à tous les c'est ça. concepts qu'ils ont réussi à mettre en place autour de leurs produits. Parce que Apple ne te vend pas un téléphone comme les autres, il te vend un iPhone, donc déjà en soi, il te vend une marque, mais au-delà de ça, en fait, cet iPhone représente beaucoup de concepts. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller vous renseigner un peu en regardant sur des petites vidéos sur YouTube sur la sémiotique pour comprendre un petit peu, bah, en gros, c'est qu'est-ce qui se cache sous les marques. Et en fait, c'est très explicite, ça te montre plein de techniques pour réussir à comprendre Mmh. les concepts qui sont mis en avant, qui sont valorisés par des marques. Comment est-ce que, par exemple, une pub qui pour nous peut paraître très simple, parce que d'un côté, c'est très lisse, quand tu aperçois une pub qui a été faite, qui a été développé pendant quasiment des 3 à 4 mois par plusieurs studios, par des agences, etc., bah, tu la vois en tant que spectateur et tu te rends pas compte de toute la complexité qui se cache derrière ce genre de contenu. Et pour le coup, c'est faux parce qu'il y a vraiment plein de choses qui sont réfléchies et pensées. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Et du coup, bah, si un jour vous avez des questions sur votre marque personnelle, n'hésitez pas à aller voir Mayo qui a aussi du coup cette casquette. Mais Ouais, ça non, c'est c'est assez clair. intéressant du coup. Je sais pas ce que tu penses du coup des nouveaux réseaux qui pop un petit peu, parce que moi je trouve que il y a un avantage, comme tu le dis très clairement, à se démarquer grâce à du coup à ce côté développement d'une marque personnelle. D'un autre côté, quand tu vois des réseaux comme LinkedIn, est-ce que tu te dis pas que pousser un peu trop loin, on tombe dans un excès qui parfois est comment dire sans vexer certaines personnes, mais dans un excès assez négatif, assez inquiétant quasiment presque, parce que quand je vois LinkedIn avec des posts bah, à la fois très narcissiques, bon certes, pourquoi pas, mais aussi parfois très déconnectés de la réalité. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais quand quelqu'un qui Bah, développe oui, sa oui, marque non, sur mais LinkedIn. en fait, ça dépend vraiment, Hmm, pas comme pour tout, c'est-à-dire que LinkedIn reste un réseau social mhm. et comme sur Instagram, si tu en fais trop, ça se voit, c'est Ouais, tout. bien sûr. Et je voulais aussi rebondir sur, le fait que toi, tu dis que tu as un parcours très académique et bah, si tu te lances dans l'entrepreneuriat, bah, ça va te faire tout bizarre. Ah bah oui, mais bien sûr, Parce complètement. même quand tu vois, quand tu es sur le marché du travail, en fait, que tu as beau avoir fait des études de cas, machin, hein, bah, en fait, quand tu l'appliques pour toi, bah, tu te Ouais, c'est retrouves complètement comme différent. un Bien tu te sûr, retrouves là, complètement. à bégayer parce que, tu sais plus comment faire, tu sais pas comment faire, quoi faire et voilà. Donc Ouais, plus compliqué que prévu. bien sûr, bah ça j'en doute pas. De toute façon, en plus moi quand je dis académique, j'ai même pas fait d'études de cas, hein. Quand tu fais, parce que avant de basculer, de faire un marketing et com à l'ESCP, je faisais de la recherche sur le Japon en sciences sociales appliquées au Japon, sur des sujets de sciences politiques aussi, etc., qui étaient liés avec la catastrophe de Fukushima en 2011. Donc tu vois que c'était à des années-lumière du monde professionnel, et c'est aussi pour ça que je me Effectivement, suis ouais. bifurqué. Ah ouais, non vraiment. Mais c'est aussi là où vraiment j'essaie de promouvoir l'expérience associative, parce que sans l'expérience que j'avais pu acquérir au sein d'associations lors de mes études passées, qui étaient très académiques, je n'aurais jamais réussi à rebondir et à arriver aujourd'hui aussi bien bah, du coup pour faire une formation plus professionnalisante et pour intégrer et pour réussir à bosser chez Ubisoft, même si ça ne représente pas que, évidemment, ça n'est qu'une partie de mon parcours. C'est pour ça vraiment que j'essaie de promouvoir avec Good Luck Have Fun. Si vous avez une expérience, si vous voulez faire quelque chose, si vous avez par exemple, vous avez une passion pour l'e-sport et que vous voulez en faire votre métier, n'hésitez pas à aller contacter des structures, il y a des postes qui s'ouvrent, c'est du bénévole, il y a de très bonnes structures, alors il faut toujours faire attention, il faut se renseigner avant de se lancer, surtout avant de signer quoi que ce soit, parce que théoriquement on a peu de choses à signer en associatif, hein. Mais vraiment réfléchissez, et puis quand vous allez vous investir, vous allez vraiment vous sentir super content et vous allez réussir à créer de la valeur. Parce que même si aujourd'hui en France c'est pas suffisamment mis en avant, dites-vous que dans des pays anglophones principalement, l'expérience associative a quasiment le même statut que de l'expérience professionnelle en entreprise. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est Non, vraiment important de le complètement. souligner, quoi. Après, c'est vrai que c'est une question de management, c'est que le management, français, il est bah, très procédurier et très axé sur les diplômes. C'est ça, Tandis que si vous bien sûr. visez à l'étranger, forcément, là, c'est beaucoup plus l'expérience, c'est même plus, une personnalité et Ouais. je me Mhm. souviens que j'avais vu quelque chose sur LinkedIn, comme quoi il disait: «En fait, se baser sur des compétences, c'est un peu du bullshit parce que les compétences, elles s'acquièrent».
qu'une personnalité, Mhm. bah, spécialement, tu vois. Ah bah oui, bien sûr. Bah complètement. Bah de toute façon, il faut être à l'écoute et il faut. Moi, je pense que le plus beau compliment qu'on m'ait fait quand je postulais pour que j'ai postulé chez Canal+, chez d'autres entreprises, pour apprendre aussi, parce que c'est des moments d'apprentissage, c'est que l'une des RH de Canal+ m'a dit que j'étais particulièrement à l'écoute. Et c'est Mhm. pas une qualité que, enfin, c'est une qualité évidemment que tu peux développer, que tu peux perfectionner, etc. Mais c'est pas quelque chose en claquant des doigts, tu deviens à l'écoute, tu vois. Et c'est quelque chose qui Non. pourtant va faire toute la différence à certains moments. Donc, dites-vous que vous avez tous des qualités qui sont parfois genre ultra positives dans le monde professionnel, qui peuvent être aussi extrêmement confortantes et positives aussi à avoir dans un esprit de groupe. Donc, n'hésitez pas à les mettre en avant. Et je profite de ce petit laps pour dire si vous avez des questions sur le chat ou quoi, n'hésitez pas à les poser, on y répondra avec Maë évidemment. C'est vrai que je pose beaucoup de questions et je vais continuer à en poser beaucoup, mais j'interromprai mon fil si jamais vous avez des questions qui sont pertinentes et intéressantes. Donc n'hésitez pas, allez-y, on vous écoute. Du coup, je rebondis. Vas-y, je t'en prie, tu voulais dire quelque chose? Non. Non, non. Du coup, Vas-y. j'en profite pour rebondir un petit peu du coup maintenant sur plus toutes les opportunités pro. Comment est-ce que tu as réussi à te créer toi ces opportunités pro et qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu pourrais conseiller de faire à des personnes qui nous écouteraient maintenant pour justement bah, réussir à travailler dans le monde de l'e-sport, dans le monde du jeu vidéo, etc. Bah, à l'heure actuelle, c'est plus compliqué que Mhm. prévu parce que comme je te l'ai dit, c'est sur Paris, donc voilà. Ouais, Mais je reste pas là quand même à rester sans rien faire en disant, «Bon, bah, tant pis, ça pour moi, j'arrête». Pas du tout. ouais. Hem, Disons que je fonctionne beaucoup à l'audace personnellement, heu, toujours en étant toujours en étant respectueuse et tout, hein, bien sûr, hein, mais c'est Bien sûr, que, toujours, ouais. je reste, quand même très ambitieuse et c'est un peu dans mon caractère, dans le sens où, si j'ai une idée, je vais foncer tête baissée, j'y vais y aller. Je vais pas me poser 40 000 questions en mode: «Oui, mais ça, machin», non, j'y vais et puis après Ouais. on verra. Et donc c'est pour ça que j'envoie des messages un peu, on va dire, toujours bienveillants par contre, hein. Je suis pas du tout, à forcer, pas du tout, non, c'est juste que je me Mhm. manifeste un petit peu en commentaire, puis après en Mhm. story, puis après je vais envoyer des messages privés et cetera. En fait, c'est comme de la prospection, tu vois? Mhm. C'est comme, par exemple, pour faire la comparaison, sur Instagram ou sur Facebook ou sur LinkedIn, si tu beaucoup plus sur LinkedIn, tu as forcément dû recevoir un message d'un mec, «Oui, il en fait, il est en train de prospecter, il prospecte à froid» Ouais. Ouais, bien sûr, ça arrive et en tout le fait, temps. c'est que toi, comme moi sûrement, moi j'ai horreur de me faire démarcher. Ça me saoule à un point, Ça dépend comment genre c'est fait. c'est oui, mais je suis d'accord avec toi, ça dépend comment c'est fait, mais la plupart du temps, je suis pas fan parce que, Ouais. c'est souvent pas recherché, c'est souvent, bah, les gens en fait, ils envoient juste le même message et c'est pas personnalisé. Tu vois, je préfère faire de la prospection à 5 personnes, mais 5 personnes où j'ai analysé leur compte comme jamais, que 20, et puis pas avoir de réponse et me faire ficher, tu vois? De ouf, de ouf, de ouf. Et au final, c'est un peu la même chose dans l'e-sport ou quand tu prospectes en tant que freelance et cetera. C'est que si toi, tu vas pas vers les gens, bah, personne te connaîtra et personne, ne travaillera avec toi, du coup. Ouais. Et c'est ce qui se passe du coup, c'est pour ça que je monte sur Paris, c'est pour ça C'est super important. qu'actuellement Ouais, c'est pour ça que je profite en fait du fait qu'on soit quand même au 21e siècle, qu'on ait les réseaux sociaux pour pouvoir discuter avec des gens qui sont pas de notre ville bien sûr. et donc voilà, je me dis je reste pas sans rien faire et surtout Mhm. si j'avais un conseil à donner surtout ce serait, de croire en fait en son projet et bien sûr que l'aventure elle va pas être facile tous les jours. Tu as des moments où tu vas vouloir tout lâcher, tu as des moments où au contraire tu vas avoir l'impression que tu peux monter le mont Everest. C'est normal, ça fait Complètement. partie de l'entrepreneuriat ou de la vie en général Mhm. et qu'il faut y aller. En fait, c'est que je fonctionne beaucoup à la philosophie du: «De toute façon, tu as rien à perdre, en fait». Exactement. Mais bah, je rebondis sur ce que tu dis parce que je pense que c'est un point qui est super, super important et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans la prospection pour trouver de nouveaux emplois et cetera ou même ne serait-ce que pour, bah, découvrir un peu une industrie. N'hésitez vraiment pas à envoyer des messages privés tant que c'est fait poliment et tant que c'est fait, bah, voilà, gentiment comme l'a dit Maë. L'objectif, c'est vraiment de créer du lien avec une personne et de réussir un petit peu à obtenir son expérience. Je vous dis pas que, faut surtout pas envoyer, «Coucou, je cherche un CDI, est-ce que tu peux m'en proposer un?» Ça ne marchera pas. Mais comprendre comment l'entreprise fonctionne, par exemple en disant bah voilà, je suis intéressé par tel poste de brand manager, je suis intéressé par le poste de communication e-sport, etc. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que ça te dérangerait d'en parler un peu avec moi? Je postule pour tel stage, est-ce que tu aurais des conseils à me donner? Il y a des gens et quand je vous dis des gens, ça représente moi en tout cas 80% des personnes que j'ai contactées, qui sont prêts à vous aider, à vous accompagner, à faire
à faire des petits points, etc. avec vous. J'ai eu l'opportunité, et c'est vrai, c'est véridique, de discuter avec des gens qui bossent, qui m'ont fait des zooms. On a fait des zooms ensemble, on en a discuté, on a parlé. Ils m'ont donné leur retour d'expérience. C'est comme ça aussi que j'ai su une entreprise dans laquelle il y a un bon esprit, dans laquelle aussi il y a des choses qui sont positives, qui sont mises en avant, dans laquelle c'est une entreprise qui est plutôt inclusive et non pas exclusive, etc., etc. Donc vraiment, 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 n'hésitez pas à le faire. Et je pense que Maya a complètement raison. En fait, vous n'avez rien à perdre. Dans le pire des cas, la personne va vous répondre non ou pas vous répondre. Et très sincèrement, c'est pas très grave. Vraiment, c'est pas très grave. C'est beaucoup plus positif pour vous parce que vous avez quasiment 80% de chances d'avoir un oui et d'avoir des réponses. Et j'en profite aussi pour dire que si vous avez des questions sur Ubisoft, que vous postulez à des offres d'emploi, etc., de stages, que vous voulez savoir un peu comment ça se passe en entreprise, que vous voulez découvrir un peu le monde du marketing et tout, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours dispo, que ce soit sur Twitter ou sur LinkedIn. Je répondrai, si c'est dit poliment évidemment, je répondrai et tout, ça me fait vraiment plaisir. Et même sur le chat, hein, vous pouvez y aller maintenant. Je pense que Maë aussi a beaucoup à nous apporter, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et je sais pas je sais pas ce que toi tu en dis, Maë, mais je pense que c'est super important de tenter et de go for it, quoi. Peu importe ce qui se passe. Ah, mais c'est ça, c'est ça. Bah, je suis contente, moi, d'avoir ce côté très fonceur. Ouais. Mais parce que j'ai des proches, au contraire, se posent 30 000 questions et elles se retrouvent à rien faire, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est dommage. Et Faut pas. c'est que je me dis, mais en fait, attends, on est dans en pleine pandémie mondiale, franchement, enfin, tu sais, c'est pas maintenant, c'est que... Et surtout que je me dis, tu vois, avant, à l'époque de nos parents ou quoi, ils avaient genre un boulot et ils bougeaient plus de leur boulot. Maintenant, tu peux rebondir, enfin, ta carrière, elle est pas figée dans le temps. Et c'est ça que je trouve Complètement. incroyable, c'est que tu as vraiment la possibilité de... Enfin, bien sûr, ça dépend de ta stabilité financière, etc. Machin. Oui, 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 Mais complètement. si tu as l'opportunité et si c'est juste une question de j'ose pas, c'est dommage parce que tu sais pas en fait ce qui t'attend, tu sais pas. Donc je me dis voilà, c'est vraiment vas-y, puis tu verras bien en fait. Et, euh, et, Complètement. et je me souviens que j'avais vu un truc sur TikTok, parce que bon, je suis une grande consommatrice de TikTok. J'avais vu une animation trop mignonne où en gros c'était un petit dessin animé qui disait bah t'as déjà gagné en fait. T'as déjà gagné parce que t'as essayé. Et au moins t'as déjà fait plus que d'autres personnes qui ont rien fait. Et ça Mhm. m'a fait vraiment réfléchir. Je me suis dit bah oui, c'est vrai que Mhm. si t'essaies, t'as déjà fait quelque chose en plus. Et tu gagneras quelque chose quoi qu'il arrive. Ah, mais exactement. Bah, d'ailleurs, le premier épisode de Good Luck Iphone qu'on a fait, j'avais parlé de l'échec et j'avais expliqué qu'un projet pro, après c'est selon moi, mais un projet pro est un échec en soi. Parce que vous ne partirez jamais en vous disant je vais tout réussir, sinon vous allez nécessairement être déçu. Par contre, il ne faut pas considérer l'échec comme quelque chose de négatif. C'est ça qui est très intéressant. C'est toujours positif. Même si vous rencontrez des difficultés, enfin, dans ma vie, des échecs, j'en ai connu des dizaines et des dizaines, et c'est pas pour autant que je me suis arrêté. Au contraire, il faut rebondir, et c'est le cas de tout le monde en fait. Et ce qui fait que quelqu'un est intéressant que ce soit aussi bien d'un point de vue perso que d'un point de vue pro, c'est que c'est quelqu'un qui va rebondir et qui va pas s'arrêter à la moindre difficulté que l'on va rencontrer. Ne serait-ce que quand j'ai fait la Claire. prépa, j'ai échoué environ une quinzaine de fois à 15 écoles différentes. Et j'ai recommencé La l'année d'avant, l'année prépa, d'après, pour échouer. Bah oui, non, mais en fait, il faut pas se dire, j'ai fait prépa pour rentrer à l'ENS, finalement j'ai réussi à atteindre l'ENS, mais pas du tout par la porte royale, parce que j'ai échoué au concours et que j'ai pu atteindre l'ENS parce que j'ai fait un double master, etc. Bref, il y a toujours des petites magouilles entre différentes écoles, heureusement pour moi, mais dites-vous toujours que quand vous allez tenter quelque chose, il y a de grandes chances que vous ne réussissez pas, mais c'est pas grave, c'est pas ça qu'il faut en tirer. Ce qu'il faut en tirer, c'est tout ce que vous allez apprendre en essayant d'eux, et puis c'est ce que vous allez pouvoir mettre en avant lorsque vous allez rebondir, parce que c'est ce qu'on apprend en fait à travers l'échec, c'est qu'il faut rebondir, il faut continuer d'aller de l'avant, et puis bah fuck en fait, c'est pas grave de se foirer, c'est pas grave d'avoir 3 viewers, c'est pas grave d'avoir, je sais pas moi, d'avoir aucun public si vous vous lancez sur le stream, continuez, essayez, c'est comme ça que ça fonctionne. Wow, je profite de ces mots inspirants. Pas très inspirant parce que je suis un peu fatigué ce matin, je vous avoue. Mais on va rebondir pour parler de quelque chose qui me tient à cœur parce que on a quand même une experte du coup de sa gestion de réseaux sociaux pro et perso avec nous. Et du coup, pour clôturer cette petite émission, ce serait bien de pouvoir un peu parler comment gérer ça comme perso, que ce soit du coup sur Insta, Twitter, LinkedIn, etc. Et comment gérer du coup son image de marque personnelle. On peut en parler pendant 20-25 minutes. Si vous avez des questions, même qui ne portent pas sur ce sujet, n'hésitez pas toujours. Mais voilà, est-ce que du coup, Maë, tu pourrais un peu nous introduire à ce domaine qui est ton domaine d'expertise et nous parler un peu de tout ça? Eh bien, parler de soi, déjà, ça veut dire se connaître soi-même. Et alors, ça fait très bateau, je sais. Non, non, mais Mais on aime ici, on adore ça, tout ce qui est bateau. c'est clairement pas si facile que ça.
Par exemple, quand je me suis lancée en freelance, je me suis dit: «Bon, déjà, est-ce que j'utilise mon nom ou est-ce que j'utilise un nom commercial?» La différence, en gros, pour les personnes qui ne savent pas, c'est, un nom commercial, donc c'est un nom que tu peux utiliser pour ton entreprise, que tu n'es pas obligé de déposer. Cela dit, ça veut dire qu'en fait, ça dépend des facteurs géographiques et cetera. Genre, par exemple, Graphistory tout seul, c'est utilisé, au fin fond de la Bretagne pour une fille qui fait des arbres généalogiques, tu vois? Par exemple. Mais vu qu'on n'est pas dans le même secteur, dans la même, zone géographique, j'ai quand même utilisé ce nom et ça a été accepté par Infogreffe, bref, voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai fait le choix, en fait, d'avoir ce Graphistory pour, en fait, me détacher, en fait, de mon image pro. Parce Mhm. que comme je le dis, c'est que quand tu as ta marque personnelle, tu véhicules ta propre image. Donc c'est-à-dire que tu fais une connerie, bah, suivant là où c'est posté, bah, ça peut entacher, ta crédibilité et ta réputation. Et même je trouve que personnellement, pour moi, c'est plus facile à gérer, quand je suis avec mes proches ou quand je suis en train de démarcher sur Instagram. Ouais, bien sûr. C'est un peu comme c'est un peu comme quand tu vas au boulot et que voilà, tu mets un peu, ta casquette de salarié ou peu importe, ça c'est pareil. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, comment gérer ces réseaux sociaux? En fait, c'est, toujours par rapport à la cible, mais aussi un petit peu de ce que tu veux parler. Parce que c'est bien beau de dire: «Oui, il faut faire du contenu pour les clients, il faut leur parler, machin». Oui, mais tu vas pas te forcer non plus à faire quelque chose que tu aimes pas non plus. Exemple, bah, moi sur mon compte Instagram, je suis là pour surtout aider les personnes, dans le jeu vidéo. Donc ça peut être des entrepreneurs, des marques, ça peut être, des streamers, des youtubeurs, peu importe. Ouais, Qui veulent en fait, développer justement, les réseaux sociaux pour se créer une communauté en faisant des expériences online. ok. Donc, en gros, en quoi ça consiste? C'est que c'est juste intégrer donc les réseaux sociaux dans une stratégie et en fait, au fur et à mesure faire grandir une communauté et tout en restant soi-même, quoi. Parce que le Ouais. but c'est voilà, c'est de partager une passion commune, de rallier des gens qui sont, autour d'une même passion. Surtout pour un Mhm. youtubeur et un streamer, par exemple. Mhm. Et en fait, pourquoi j'en suis arrivée là, c'est parce que je me suis dit: «Mais dans la communication et surtout dans le gaming, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment communiquer». Parce C'est vrai. que, par exemple, à la base, je pense que tu pourras confirmer, mais le gaming, c'est vraiment une passion et donc vraiment tout ce qui est e-sport et cetera, c'est basé sur ce socle-là. C'est de la passion, mais c'est pas parce qu'il y a de la passion qu'il y a forcément de l'organisation. Ouais, Si tu c'est une pas des passion gens privée, surtout. Voilà, si t'as pas des gens qui savent comment gérer une LAN, qui savent comment gérer un budget et cetera, bah, ça sera mal géré, forcément. Bien Bah, sûr. la communication, c'est pareil. C'est-à-dire que la plupart des comptes Instagram que je vois de gamers un peu, casual et tout, ça va être vraiment, je partage mon petit setup, je partage une capture d'écran de mon écran comme ça, Mhm. et après donc rien qu'hier encore, j'ai des personnes, voilà, qui me disent: «Voilà, j'ai envie de me lancer sur Twitch, j'ai envie de me lancer sur YouTube, comment je fais?» C'est toujours Bah, très compliqué, ouais. c'est ça la question à 1 000 000, c'est qu'en fait, tu as des standards, même sur Instagram, sur LinkedIn, peu importe et après tu es libre de faire le contenu que tu veux. Mais c'est que si tu n'as pas intégré comment chaque réseau social fonctionne, tu te mets un peu une épine dans le pied, tu vois? Complètement. Et puis bah, il y a aussi l'aspect pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au monde du jeu vidéo, c'est que ça fait très peu de temps que le jeu vidéo est sorti de la sphère privée du Clairement, divertissement. Pendant très clairement. longtemps, c'était confiné aux quatre murs de la chambre, on jouait aux jeux vidéo, puis quand on sortait, on n'en parlait pas ou peu, parce que l'objectif c'était pas d'être flag comme étant un geek, etc., qui étaient des mots péjoratifs. Qui aujourd'hui, pour de nombreuses raisons, parce que bah, l'industrie du divertissement tourne de plus en plus autour du jeu vidéo, hein. Aujourd'hui, c'est l'industrie du jeu vidéo qui rapporte le plus, qui a le plus gros Mmh. chiffre d'affaires, bien devant le cinéma, bien devant l'industrie musicale, etc. Et donc, du coup, bah, ça a un peu changé, mais il y a aussi le Covid, malheureusement, avec le confinement, qui fait qu'on a tous ramené notre vie privée, enfin notre vie publique, dans la sphère privée, avec les visioconf, etc., etc. Donc, le jeu vidéo a pris une tournure qui est un peu différente, et aujourd'hui, c'est une activité qui est de plus en plus publique. Vous verrez beaucoup moins de personnes venir vous dire, ne vous dire, oh non, j'aime pas trop parler de jeux vidéo, évite d'en parler avec moi, j'ai pas envie d'être considéré comme tel ou comme tel, parce que c'est faux. En fait, c'est plus le cas. Et d'ailleurs, s'il y a des jeux qui ont été extrêmement forts là-dessus, qui ont anticipé ce mouvement social. C'est le cas des jeux compétitifs, c'est le cas de League of Legends, c'est le cas de CSGO, c'est le cas de Rainbow Six, qui fait que le classement va déterminer ta position sociale dans le jeu vidéo, position sociale qui, à une époque, on s'en serait foutu parce que personne ne parlait de ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des scènes e-sport qui ont explosé, là où d'autres jeux
ont peut-être un peu moins réussi à percer, comme Call of, parce qu'ils étaient beaucoup plus casual et beaucoup plus privés et fermés. Même si Call of, moi je suis un gros fan de la franchise et je trouve que c'est excellent, notamment Warzone, etc. Mais, il y a quand même moins cette dimension publique quand on joue à Call of. Ouais, ça On va reste moins se vanter d'un la rang, communauté de niche, tu ouais. vois. On t'entendra beaucoup plus quelqu'un, que ce soit sur Twitch ou quoi, te dire ouais, je suis diamant sur League of Legends, ouais, je suis platine, ouais, je suis ci, je suis ça. Tu verras rarement quelqu'un qui joue à Call of venir te dire ça. Parce que sur Call of, c'est venu très tard les ligues classées. Et même si aujourd'hui il y a une scène compétitive qui est mise en avant, elle est d'ailleurs très américaine, très NA. C'est pas le cas en Europe, je crois, où il n'y a pas d'équipe Call of Duty en Europe, si je dis pas de Pas des bêtises. masses, pas des Vitality fut masses, un temps, pas de mais je Vitality, crois ouais, qu'ils sont mais ils sont plus sur la scène, qui coûte très cher d'ailleurs, je pense, ça doit être pour ça aussi. Je pense que le billet pour rentrer sur la scène doit être assez élevé. Mais du coup, ouais, je enfin voilà, pense. du coup pour rebondir sur ça, c'est pour ça qu'il y a un peu cette dichotomie entre Twitch, c'est un peu un lieu public dans lequel tu viens partager une activité qui était jusque il y a quelques années considérée comme étant privée. Et c'est ça toute la difficulté et la complexité, c'est comment est-ce que tu fais pour casser en fait un petit peu cette bulle, parce que enfin je sais pas toi, mais quand on joue souvent on est dans une bulle, donc comment tu fais pour casser cette bulle, et c'est tout l'intérêt j'imagine de ce que tu proposes. C'est ça, c'est qu'en fait, le but en fait, de la communication dans le gaming en général ou dans le divertissement, c'est vraiment ce côté très communautaire. Tu Ouais. peux pas être dans le divertissement, dans le gaming, peu importe, si t'as pas cette envie de partager une passion ou si t'as pas envie de faire du communautaire. Mhm. Simplement parce que si t'as pas de fanbase, bah t'as personne. En fait, C'est vrai, c'est pas comme c'est vrai. une marque de prêt-à-porter ou comme une marque de produits éco-responsables. Rien à voir. Mhm. C'est que là, tu vas plus vendre dans ce cas-là des bienfaits physiques que pour une entreprise, par exemple, je sais pas moi, de siège gaming. Bah oui, tu vas vendre le bénéfice, mais tu vas surtout vendre surtout l'image. Ouais. Genre, bah regarde les gens qui achètent sur Secret Lab, tu vois. Genre, ça va être le siège est hors de prix, mais c'est un truc floqué à Cali, tu vois. Donc, en fait, Mais c'est très t'as fort, vraiment oui, non, mais c'est clair, c'est qu'en c'est fait, ça qui est très t'as intéressant. vraiment ce côté communautaire et en fait, ce besoin d'appartenance. Bien Parce sûr. que en marketing, je pense que tu vois tout de quoi je parle, mais c'est que il faut répondre à des besoins avec les clients et je trouve que le besoin le plus important dans le gaming, ça va être le besoin d'appartenance. Ouais. Voire même plus que l'accomplissement, tu vois. C'est Ouais, vraiment ce oui, oui. côté très communautaire Après, moi, je fais qui toujours attention à l'emploi du mot besoin, parce que je pars du principe qu'à partir du moment où tu fais du marketing sur un produit, ou que tu essaies du coup de créer une marque autour du produit, c'est que tu n'as pas besoin essentiellement du produit. Donc, si on sépare bien le besoin qui serait celui considéré comme étant essentiel, donc le besoin naturel, etc., qui est de manger, oui, de bien dormir, sûr. etc. Après, oui, après, il y a des besoins qui sont peut-être secondaires, et dans ces besoins-là, en effet, il y a cette notion d'appartenance qui est super importante. Même si, finalement, à mon avis, faut regarder parce que je pense que la pyramide de Maslow devrait indiquer que le besoin d'appartenance doit être quand même assez important, quasiment Oui, un besoin dans c'est le le top du troisième, je top. crois. C'est le Donc troisième. voilà. En fait, c'est tout ça, c'est cette dimension qu'il faut réussir à mettre en avant. C'est que il y a des choses dont on n'a pas besoin fondamentalement, mais dont on a quand même, c'est très bizarre ce que je veux dire, dont on a quand même besoin pour vivre et pour exister en tant qu'être humain, puisqu'on est En un fait, être social. Tu vois, c'est que t'as pas besoin, théoriquement, tu n'as pas besoin pour vivre, genre, survivre, ouais. mais pour t'épanouir, mentalement et tout ça, oui, tu en as besoin, pour ton bien-être, psychologique, on va dire. Ouais, complètement, complètement. Et la marque vient créer ça justement. C'est d'ailleurs le Et cas aussi des produits Apple, c'est le cas c'est ça. des communautés de consoles. PlayStation par exemple, a réussi à créer une gamme de produits à partir de la PS3 principalement, qui en fait repose plus sur la question d'appartenance que sur la question purement stat, hardware, est-ce que la console est plus Ouais. puissante ou pas. Bon, il s'avère que la PS3 était plus puissante que la Xbox 360 à l'époque, mais aussi beaucoup plus chère. Néanmoins, Alors que comparé, vas-y, tu vas-y. vois, à Nintendo, Mhm. c'est pas du tout la même image que tu vas avoir. Le Nintendo, c'est vraiment la nostalgie, la famille, le fun. Tu vas pas du tout chercher à faire une perf sur des jeux Nintendo, tu vois. Pas du tout. Ouais, bah oui, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, Nintendo est très drastique par rapport à ça, hein. Je pense que si vous trouvez un jour de l'e-sport dans un jeu Nintendo Ouais, dans c'est lequel les clair, joueurs hein. ne se tirent pas les cheveux, regardez Smash Bros, hein. Il y a des joueurs qui sont ultra impressionnants, mais Nintendo a toujours expliqué, a toujours dit Smash Bros ne sera jamais un jeu e-sport. Nous ne développerons jamais un jeu compétitif. Nous proposons Smash Bros. Si vous voulez, vous en faites ce que vous voulez entre vous, entre vos potes et tout, mais il y aura rarement de scènes e-sport développées et mises en avant par Nintendo. Et du coup, on le voit bien, c'est des scènes qui sont parallèles. Mais ça, c'est Ouais. très très intéressant ce que tu dis. On pourrait voir d'ailleurs entre les différents constructeurs. Nintendo, c'est ouais, plutôt comme tu l'as dit, genre ce souvenir d'enfance quand on jouait Ouais, au mais jeu. c'est clair. Mais quand j'ai regardé le 3,
je sais pas vous, mais quand j'ai vu Advance War, qui était un petit jeu que j'avais sur ma Game Boy, enfin, le jeu il coûte 60 balles, c'est un remastered, ça va rien changer à l'histoire que j'ai déjà faite 50 fois, mais je vais probablement l'acheter. C'est ça qui Oui, est très parce que fort avec c'est Nintendo. ça. C'est Et ça. puis en plus, ils ont pas séparé leur audience en différentes cibles. Alors que PlayStation, pendant très longtemps, ils ont dit bah, soit tu fais partie de la commune PlayStation, soit tu n'en fais pas partie. Et du coup, ils touchaient une audience moins large. Par contre, leur audience était ultra impliquée et ultra investie. Était à pro Mm. PlayStation, ce qui fait qu'aujourd'hui, la PlayStation 5, même s'il y a des cross-platforms, il y a des gens qui vont acheter la PlayStation 5. Ils t'expliqueront pas pourquoi, ils y connaissent rien, ils s'en foutent et ils ont bien raison, ils veulent juste profiter de jouer à leur FIFA, etc. Mais plutôt que d'acheter la Xbox, ils vont acheter la PlayStation 5 parce que c'est PlayStation. Parce que c'est la Moi, je suis marque en la fait. première. Hein. Moi, je suis la première. Hein. Genre, j'ai joué sur les deux, mais genre, j'ai envie d'acheter une PS5. Pourquoi, je sais pas. Ouais, mais tu vois, moi j'ai changé cette année parce que j'étais PlayStation à fond, puis le Game Pass m'a convaincu, mais parce que j'ai pris le temps d'y réfléchir, et même là, ça a été ça a été un déchirement. Alors j'exagère un peu le terme, évidemment, j'étais pas en train de pleurer allongé dans Pourquoi, mon toi, à la base, c'était quoi? appartement. T'es Xbox à la base? Non, je suis plutôt PlayStation à la base. J'ai adoré Ok. les The Last of Us, les exclusivités PlayStation, enfin les Dark Souls, etc. Enfin bref, c'est des jeux qui sont juste insane. Par contre, c'est vrai que le Game Pass m'a convaincu. Et ça a été très dur de changer d'univers parce que bah, je me disais, j'ai toujours été PlayStation, pourquoi est-ce que je viendrais changer maintenant? Il y a toujours des avantages à faire partie d'une famille entre guillemets de Ouais, consoles. c'est ça. Et PlayStation a beaucoup joué sur la guerre des consoles. Aujourd'hui, on a un peu sur Twitter, vous savez, arrêtez de faire la guerre des consoles, c'est pas bien et tout. Mais enfin, c'était pendant très longtemps un petit peu la dichotomie du monde gaming. T'avais la famille PlayStation contre la famille Xbox. T'avais les gamers parce qu'on pouvait pas jouer ensemble. Il n'y avait pas le cross-platform, la cross-progression. Il n'y avait pas toutes les nouvelles technologies qui aujourd'hui font que bah les deux consoles se valent finalement. Et il y a beaucoup moins cette notion-là. Donc comment est-ce qu'une marque fait pour développer une nouvelle plus-value quand il n'y a plus cette question d'appartenance communautaire à l'une marque ou l'autre? Comment est-ce que tu fais pour développer la plus-value? Xbox a pris un peu d'avantage avec le Game Pass, mais PlayStation, à mon avis, a de belles choses prévues pour dans très peu de temps, ça j'en doute pas une seule seconde. Donc Ouais, mais voilà. je sais pas si tu as pu checker la com sur Instagram de PlayStation FR, mais ils sont Non, très très forts. pas trop. Ouais. Franchement, à l'occasion, si tu peux regarder, ils sont super forts parce que justement, bah, ils ont une fanbase assez incroyable. Ouais, encore, toujours, évidemment. À l'échelle mondiale. Et, et en France, surtout, c'est qu'ils font des posts très, très ciblés, en fait. Et des choses un peu comme des mèmes. Et ça fonctionne trop bien. Genre, l'engagement, il est incroyable. Les idées, elles sont super ingénieuses. Enfin, franchement, en termes de com, l'équipe qu'ils ont, trop bien. Ah ouais, non, mais vraiment, Parce que ça va parler en fait aux joueurs. Et en plus, en top, si tu veux, ils mettent en valeur leur jeu. Donc forcément, la boucle est bouclée, tu vois. Mais c'est très fort. Ça a été la force de PlayStation, c'est de réussir à créer cette image communautaire, cette force en fait, comme tu le dis, ce besoin d'appartenance. Et d'ailleurs, c'était très pertinent, même si, comme je te le dis, je le considère pas comme un besoin primaire, mais plutôt secondaire. Il reste que néanmoins, ça reste un besoin qui est super important quand on est un animal social comme l'homme en l'occurrence. Et du coup, bah, c'est vrai que PlayStation a beaucoup développé sa marque autour de ce besoin, cette question communautaire, et ça fonctionne. Ça fonctionne si bien qu'aujourd'hui, regardez PlayStation. Même sans plus-value, même sans avoir créé quelque chose qui sorte du commun avec le lancement de la nouvelle console PS5, si ce n'est la manette, et ben ils réussissent quand même à accaparer quasiment 70% de la communauté console gamers, quoi. Ce qui est oufissime. Ce qui est très très intéressant. C'est clair. Et donc, ouais, en vrai, je suis en train de regarder un peu les comptes Instagram de Nintendo Switch, FR et tout. Rien à voir. C'est là que je trouve vraiment l'image de marque, elle est incroyable parce que justement, avec un coup d'œil, genre juste quelques secondes, tu peux savoir où t'es. Et c'est ça, en fait, toute la force d'une marque. C'est que, ok, en tant que consommateur, tu vois, on va voir un peu le produit fini. On va voir, voilà, Nintendo, c'est le rouge, PS, c'est du bleu, ok. Mais en fait, dès que tu vas arriver sur leurs réseaux sociaux, dès que tu vas avoir une pub, tu vas savoir directement qui c'est. Et c'est ça, en fait, toute la puissance d'une marque. Et c'est ça, en fait, le goal, en fait, de tout communicant. Ah bah, d'être top of mind, bien sûr. C'est de réussir à dire McDo, de faire les pubs que McDo ont proposées pendant très longtemps à Paris, où tu n'avais que un paquet de frites rouges. Et en fait, c'était de dire, nous sommes top of mind. Quand vous pensez à un fast-food, vous pensez nécessairement à McDo. Nous n'avons pas besoin de mettre notre logo, ce qui est fort quand même, parce qu'une marque qui se détache de son logo, sachant que le logo fait partie. Adidas, hein, ouais, c'est clair, ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah après, Nike et Adidas, je pense que si demain il y a une chaussure Nike ou une chaussure Adidas sans logo, j'aurais plus de difficultés à savoir s'il s'agit d'une chaussure Nike ou Adidas. Là où McDo, tu vois le paquet de frites, le packaging en soi représente déjà la marque, tu vois. Ouais,
C'est ça c'est ça qui est assez impressionnant, genre, je pense. Donc, la marque, mais c'est quelque chose de tellement important. Enfin, je vous le dis, attendez, parce que j'ai ma petite bibliothèque à côté. Si vous n'avez pas lu, pas celui-ci, j'ai trop de livres. Si vous n'avez pas lu, tac, ce petit livre, le que sais-je, la marque, vraiment, il est incroyable, il est très très intéressant. En fait, il vous explique un petit peu toutes les questions de sensibilité, les questions de branding versus le badging. Je vous le recommande, vraiment, c'est fait. C'est donc la marque de Benoît Elbrun, édition que sais-je. Ça doit coûter, voilà, c'est 9 €, c'est PUF, en plus c'est presse universitaire française, c'est très très intéressant. Et vraiment, ça vous explique un petit peu tout ce qui tourne autour de la marque. Et si c'est des notions qui vous intéressent, n'hésitez absolument pas. N'hésitez absolument pas. Après, il y a d'autres livres que je pourrais vous présenter, etc., qui sont aussi super intéressants. Mais là, je pense que pour commencer, pour s'introduire à ces notions-là, c'est le top du top. C'est vraiment le must. C'est vraiment le must. Et Bada, C'est même pas... petite question pour toi. Par rapport aux news, Vas-y. on parlait de la Nintendo Switch. Que penses-tu du Steam Deck? Je sais pas si tu as vu, Steam, Valve Oui, vient de sortir sa toute de nouvelle Valve. console. De Valve. Yes. Qui commence donc à un peu au-dessus, un peu plus cher. Parce que j'ai une. Elle est à 460, non? Ouais, mais 64 Go, donc très sincèrement, je pense que si tu l'achètes à ce prix-là, c'est un peu du troll parce que c'est censé être un PC portable. Un PC avec 64 Go, c'est très bas. Mais Je suis pas trop renseignée en ouais, fait. J'ai vu que ça allait sortir, mais j'ai pas. En fait, j'ai vu surtout les mêmes en fait, comme quoi c'était très cher. après, moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui Euh, ont comparé hâtivement et bêtement la console à la Nintendo Switch, alors que les deux consoles sont aux Rien à, antipodes. rien à voir. Ça n'a Bah, tu peux- rien à voir. Tu as une console Nintendo Switch qui va te parler justement de passion et l'autre qui va parler aux hardcore gamers ou aux gamers plus casual qui veulent jouer à leurs petits jeux sur console. Et du coup, en fait, pour moi, ça a des années-lumière. Et c'est très rigolo de voir aussi comment Valve communique. Valve, je sais pas si tu as vu, ça a suivi un petit peu, mais on a vu des teasers, etc. Enfin, on a vu quelques annonces hâtives, plus rien, Mhm. jusqu'à l'annonce officielle du produit, où ils te disent coucou, c'est Valve, on sort telle console, tel prix, vous pouvez la préco à partir de demain, bisous. Et je trouve ça mais assez particulier, assez intéressant. Après, quand on voit le succès que ça a eu sur Twitter, on se dit que c'est travaillé, réfléchi, etc. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, justement, je sais pas, t'as pas eu trop le temps de voir cette console, mais Moi, qu'est-ce que tu j'avoue, penses j'ai pas trop suivi. Hmm. Bah, en fait, ça me fait un peu penser à la sortie d'Apex. Parce Ouais, que, intéressant. parce que par exemple, enfin, moi, de mon vécu, entre guillemets, j'avais jamais entendu parler de ce jeu. Et là, boum, genre, explosion. On parle que de ça, que de ça. Ça marche bien, et, tout va bien. Et voilà. Je suis là, ok. Ok. Ouais, Et donc, moi, là, c'est un peu le même effet, mais c'est vrai que j'ai pas du tout vu les trailers précédents. Après, je pense que l'amalgame se fait parce que c'est quand même assez proche visuellement de la Switch. Ouais, c'est ça. Et puis que les gens, tu sais, ils font des méga raccourcis, donc c'est logique. Mhm. Après, oui, il faut voir en termes de perf. Et c'est vrai que je pense qu'il y a 679 € pour 512 Go. C'est cher. Bah, en fait, je trouve que ça dépend. En fait, ça dépend dans le sens où ça dépend de ton utilisation, ça dépend à qui ça s'adresse. Si par exemple, tu n'as pas de PC, bah, et que tu n'as pas la place et tout, et que tu peux jouer au même jeu que Steam, bon, en vrai, Pourquoi ça pas? peut peut-être se négocier parce Mhm. que voilà, genre, moi par exemple, j'ai un PC fixe, j'en ai aucune utilité. Mais effectivement, si tu as plein de jeux Steam, etc., et que tu n'as pas la place et que tu bouges beaucoup, en vrai, Ouais, pourquoi tu peux pas? installer Windows, hein. Tu peux en plus de ça, ils ont expliqué que ils ont un système OS propriétaire de Linux, mais tu peux désinstaller Ok. ce système-là, installer Windows, installer l'Epic Game Store et jouer à Fortnite. Alors ils l'ont pas expliqué comme ça, mais ça veut dire que c'est la console de Mais en gros, Steam, tu peux, mais ouais. qui n'est pas, ouais, c'est pas propriétaire comme les consoles Nintendo où si tu essaies de toucher à l'OS, tu te fais un stand ban quoi. Oui, C'est bah ça, en fait, ça reste propre à Steam, quoi. Ça reste une ouais, plateforme, on va dire. ouverte. En gros, c'est un mini PC sur une console, Hmm. quoi. Voilà, pour ceux qui s'intéressent, la puissance brute de la Ouais. console, c'est 1,6 teraflops avec du coup la nouvelle architecture AMD, RDNA si je dis pas de bêtises. Donc ça représente une PS4. Alors après, c'est une analyse un peu trompeuse parce qu'une PS4 c'était avec une ancienne architecture, donc la puissance n'était pas la même. Mais bon, voilà, c'est un peu la même puissance qu'une PS4 qui à l'époque avait 1,8 teraflops. C'est une belle console. Voilà, je voulais juste en parler un petit peu, voir. Mais bon, si tu connais pas, on va pas se prendre la tête par rapport à ça. Ouais, Est-ce t'inquiète. que tu aurais, parce que putain, il est déjà midi 12, c'est impressionnant, ça fait quasiment 1h30 qu'on parle. Est-ce que tu aurais voilà, un sujet que tu aimerais aborder, quelque chose à dire, est-ce que tu as faim et que tu veux aller manger tranquille? Non, t'inquiète. Non, t'inquiète, t'inquiète. Non, en fait, je suis en train de réfléchir à ce que tu disais en termes de puissance et tout. Parce que dans mon post d'hier, j'ai vu que la puissance graphique dans la Tesla, elle est équivalente à celle de la PS5.
Dans une Tesla. Ouais. Et ça sert à quoi du coup? Bah, en fait, la Tesla, tu as ce qu'on appelle le Tesla Arcade et en fait, c'est que tu Ouais. peux jouer, en fait, directement dans ta Tesla et D'accord. ça a été montré enfin, en gros, Elon Musk a dit, que je cite: «Que le divertissement allait être crucial, une fois que toutes les voitures, se conduiront toutes seules», en fait et ce qui est logique parce que du coup, vu que tu conduis plus, bah, tu as rien à faire donc Ouais, de il ouf, faut de se ouf. divertir et par exemple, tu peux jouer à Cuphead sur, ta Tesla. C'est incroyable. Donc C'est vraiment voilà et fou. en fait, je ça m'a fait rebondir un peu à ça avec le Steam Deck. C'est pour Bah ça. non, bah ouais, non, mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah après, je pense que la question du divertissement et du divertissement on the go est de plus en plus importante. Quand tu vois aujourd'hui C'est clair. l'utilisation des téléphones portables qui va te permettre de faire du casual gaming, comme j'aime bien Mmh. l'appeler, parce que c'est du gaming plus tranquille, c'est impressionnant. Aujourd'hui, les jeux mobiles, ça représente, je pense, facilement une part de marché C'est monumentale. Je ne saurais plus pas. alors c'est plus gros, alors je sais plus les chiffres, Ouais, mais je connais pas les chiffres non plus. le se le marché du gaming mobile est plus gros que celui des consoles et des PC réunis. Ah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas en Ah fait non, moi parce non plus, que hein. quand on est hardcore gamers, qu'on est à 200% sur son PC et qu'on se dit ouais c'est pas un jeu de jouer à Candy Crush, ok. Enfin pour certaines personnes c'est du Ouais. divertissement et en fait ça prend les définitions du jeu. Tu vois, ce serait comme les gens qui viennent te dire bah non c'est du sport, c'est pas du sport. Ça m'énerve. C'est faux. C'est pas parce que tu as une activité spécifique que tu ne peux pas considérer qu'une activité qui n'a pas les mêmes codes, mais qui a les mêmes objectifs, la même prétention, et qui implique parfois certains aussi codes qui sont similaires, n'est pas l'activité que toi tu préfères. Donc c'est un peu Mmh. le même cas. Donc voilà, il faut vraiment comprendre que c'est un spectre qui est super large et que le divertissement, encore aujourd'hui, ça devient une industrie qui grandit et qui grandit sans jamais s'arrêter. Et c'est pour ça que c'est C'est clair. intéressant de voir aussi des éditeurs prendre des décisions qui sont parfois compliquées, mais des décisions inclusives, heureusement, mais aussi des décisions pour montrer que on peut éduquer à travers le jeu vidéo. Et ça, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. On peut éduquer à travers le jeu vidéo, on peut aussi Clairement. éduquer à travers de nouvelles valeurs pour l'e-sport, et que du coup, c'est un monde qui dépasse simplement la question du divertissement bête et méchant, parce que aujourd'hui, une série Netflix peut éduquer beaucoup plus de personnes à une audience plus large que l'édition d'un livre. Même si parfois pour certains c'est malheureux, il faut le comprendre. Ça n'empêche pas que lire un livre c'est Ouais. ultra important. Je vous dirais ça pour le coup, lisez des livres, lisez, 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 mais regardez aussi des documentaires, regardez des séries pour chill, jouez à des jeux vidéo, etc., etc. Je sais pas si tu avais suivi ça pendant le premier confinement. Mhm. Il y avait un prof de maths aux US qui avait utilisé Half-Life pour faire son cours de maths, pour Incroyable, tellement expliquer des stylé. variables et tout et dans le jeu, genre, en gros, dans le jeu, tu as un moment où, en fait, tu te retrouves devant un tableau et tout et en fait, tu peux écrire avec ton tableau et tout. Je trouve ça Putain, trop c'est trop stylé. stylé ça en vrai. Ouais, c'est trop stylé. C'est trop trop stylé, mais c'est comme Ouais. j'ai vu récemment un professeur d'histoire-géographie en France qui Mmh. utilisait Assassin's Creed et Battlefield pour Ah bah, faire des cours historiques. Alors, parce tu que, enfin, m'étonnes, pour le coup, il faut savoir qu'aujourd'hui, que ce soit aussi bien chez Electronic Arts que autour des jeux Assassin's Creed, il y a des personnes qui sont des chercheurs, qui ont fait de grosses études, qui travaillent sur ces jeux pour qu'il y ait une cohérence historique ouais. importante. Et du coup, bah, par exemple, pour prendre le cas de Battlefield, il se servait justement des missions, des campagnes, je crois, du dernier Battlefield, si je dis pas de bêtises, c'est le Battlefield 5. Mmh. Et en fait, ces missions-là ont de la valeur, et du coup, les étudiants pouvaient soit les voir, parce que d'un côté, ils pouvaient pas y jouer théoriquement, c'est PEGI 18, je crois, donc bon, ça aurait créé des petits soucis, mais ils pouvaient regarder du coup leur professeur jouer à Battlefield et qui s'arrêtait, qui leur expliquait, bon bah voilà, tel uniforme pour telle armée, ça représente tel moment dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, etc., etc., etc. Donc c'est super intéressant. Et moi, je trouve ça vraiment bénéfique. Et je sais, oui, c'est la Seconde Guerre mondiale, je crois, dans Battlefield 5, c'est pas la première. Je dis peut-être des bêtises, mais enfin, l'idée est là, c'est qu'on peut inclure des communautés, on peut inclure de l'éducation dans le monde du jeu vidéo, et ça, c'est super, super important. Est-ce que tu as un dernier point que tu aimerais aborder ou quelque chose que tu aimerais dire aux personnes qui nous regardent encore avant que nous mettions fin à cette petite interview passionnante? Bah, juste pour rebondir justement à ce que tu dis en termes d'enseignement, enfin pédagogie et jeux vidéo ou même pop culture, sur TikTok, j'ai vu un prof de sport qui, pour faire échauffer, les enfants, pour la course, il y a différents stades, genre la course Ouais, normale et tout et ça finit en Naruto Run et j'ai trouvé ça trop drôle. incroyable, c'est trop stylé en vrai. Mais genre je me dis: «Mais moi j'aurais trop aimé avoir des profs comme ça», tu vois? C'est trop, Et trop stylé. après le mot de la fin, c'est que les réseaux sociaux, faut pas les négliger et comme j'aime bien dire un peu aussi à mes proches, c'est pas parce que tu cuisines tous les jours que tu es un chef étoilé. Bah, les réseaux sociaux, c'est pareil
Et donc, C'est très vrai. si vous avez... Et ouais, c'est vrai, hein. C'est très très vrai. Non mais c'est très vrai, Et, c'est très important. et donc, s'il y a des questions sur le branding ou sur les réseaux sociaux en général, je serais ravie d'aider. Et en tout cas, merci à toi, Krios, de m'avoir accueilli. C'est trop cool. Bah, avec plaisir. De toute façon, je le dis aussi par rapport à l'ensemble de l'émission et pour tout le monde, l'objectif c'est vraiment de partager, de discuter, de parler de tout et de rien. Je suis pas là pour faire une interview ultra professionnelle. Il y a des gens qui sont bien plus doués que moi et bien plus compétents, même dans le monde e-sport. Mais l'idée c'est de voir, voilà, vous pouvez mettre un visage sur Maë qui a un parcours spécifique et vous pouvez voir qu'il y a plein de parcours et il y a une multiplicité de parcours. Et j'espère que cette émission durera pendant des années et des années pour qu'on ait des centaines et des centaines de parcours différents, uniques, passionnants et inspirants pour vraiment réussir à montrer, bah voilà, en fait, on a tous un axe d'entrée qui est différent dans le sport, dans l'e-sport, dans les jeux vidéo, et en fait, cet axe a de la valeur, et n'hésitez pas à tenter à y aller. Et c'est pas parce que vous avez fait 8 ans de médecine que vous pouvez pas devenir casteur. Je rigole un petit peu en pensant du coup à Medicast sur la LEC, mais voilà, c'est pas parce que vous avez fait des parcours qui sont très spécifiques que vous ne pouvez pas revenir vers votre passion, et c'est le plus important. Bah écoute, Maë, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Enfin, c'est dommage qu'on soit obligé de s'arrêter au bout d'1 heure et demie, mais parce que sinon après, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir très faim et qui vont m'en vouloir. Mais bah, c'était Merci. super intéressant. Au plaisir de te revoir évidemment sur l'émission et puis bah, de Ah, discuter bien sûr, aussi avec grand plaisir. a posteriori. Bah, merci beaucoup, merci pour tout. Passe Merci à une toi. très très bonne journée. Et puis bah, à tous ceux qui nous ont suivis, encore une fois, merci, c'était vraiment très très cool. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un prochain épisode de Good Luck Have Fun. Merci beaucoup tout le monde. Passez une bonne Merci à journée. toi. Salut À tout le monde. plus. Ciao ciao.